Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité de ce soir, les sportifs malgaches se sont distingués sur la scène internationale, mondiale et africaine dans 8 disciplines. Leurs performances font la fierté de Madagascar car ils ont porté haut l'honneur de la nation, a déclaré le président de la République Andjradjoelem en les accueillant au palais d'État d'Yaoundé. Il les a félicités des résultats qu'ils ont apportés au pays et leur a remis des primes de victoire aux athlètes, aux entraîneurs ainsi qu'à l'équipe technique. Les détails avec Natera Koutumav, Anzara Radzonarvel et Nzara Ranjiansou. La pétanque, la natation, l'haltérophilie, le bodybuilding, le tennis de table, les échecs, le jiu-jitsu et le judo ont été les 8 disciplines dans lesquelles les athlètes malagasy ont brillé sur la scène internationale pendant les championnats du monde et championnats d'Afrique pour cette année 2024. 8 disciplines au sein desquelles les sportifs ont obtenu 24 médailles d'or, 11 médailles d'argent et 20 médailles de bronze. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdullah Marsan Mustafa, a souligné que le sport malagasy ne cesse d'évoluer et d'apporter de bons résultats. Le ministre a également souligné que l'État malagasy a alloué un budget de 7,3 milliards d'ariars pour le sport malagasy cette année. Ainsi, à titre d'exemple, il a précisé que l'État a soutenu financièrement le rugby à hauteur de 2 milliards de francs cette année. Grâce à ces résultats obtenus par ces sportifs et grâce à leurs performances, Madagascar est sélectionné parmi les 12 pays qui représenteront le continent africain en kickboxing durant le World Game qui se tiendra en Chine à travers Nambinzanar Mustafa. Les charges de ce dernier seront entièrement couvertes par la Fédération internationale de kickboxing, a expliqué le président de la Fédération malagasy de kickboxing. Ces performances et ces résultats ne sont pas le fruit du hasard et ils ont été obtenus grâce à beaucoup d'efforts, de persévérance et de dur labeur, mais aussi de longue préparation durant des mois et même des années, selon le président de la République de Madagascar, Andjradjoelem. La mentalité de vainqueur de ces sportifs ont aussi contribué à leur victoire, a déclaré aujourd'hui le chef de l'État, lorsqu'il a reçu ses athlètes malgaches, champions du monde et champions d'Afrique, au palais d'État d'Yaoundé. Ce n'est pas seulement une reconnaissance verbale pour ces athlètes, ainsi, ces 35 sportifs ont reçu aujourd'hui la prime de victoire. Le président malagasy a remis à chaque champion du monde 5 millions d'ariars, à chaque champion d'Afrique 4 millions d'ariars, 4 millions d'ariars également pour chaque vice-champion du monde, 3 millions d'ariars pour chaque vice-champion d'Afrique, 3 millions d'ariars pour les médaillés de bronze lors des championnats d'Afrique, lors des championnats du monde et 2,5 millions d'ariars pour les médaillés de bronze lors des championnats d'Afrique. Quant aux entraîneurs et aux membres des équipes techniques, ils ont également reçu les mêmes sommes que les sportifs dont ils ont été en charge. Cette reconnaissance qui leur est accordée est un signe du soutien du gouvernement au sport malagasy. Le pouvoir actuel ne cesse de renforcer son soutien au sport. Il faut rappeler que les disciplines pétanque, haltérophilie, bodybuilding et jiu-jitsu ont obtenu le titre de champion du monde. La natation, les échecs, le tennis de table, le kickboxing, l'haltérophilie et le judo ont été les champions sur le continent africain. En politique, la cohésion des partisans du président Andjradjoelem dans la capitale d'Antananarive est à l'origine du succès du candidat Arlala Ramanantsoa et de l'IRMAR, selon les déclarations du secrétaire général du parti TGV. Il a affirmé que les statistiques électorales disponibles, y compris celles de la CENI, démontrent une augmentation des votes en faveur du candidat IRMAR dans les 6 arrondissements. En revanche, le parti TIM aurait perdu du terrain par rapport aux dernières élections législatives en raison d'une mauvaise stratégie politique. Saï Sylvain, Nzara Ranjiansou. L'écart de voix entre le candidat Arlala Ramanantsoa et son principal adversaire s'élève à environ 21 358 votes selon les chiffres du parti TGV. Ce succès électoral, d'après le secrétaire général du parti, repose sur la solidarité et la cohésion des membres et des partisans du parti. De plus, la majorité des électeurs d'Antananarive a affirmé son soutien au programme de développement et à la vision du président de la République, Andjradjoelem. Par ailleurs, la scission au sein de l'opposition et la dispersion des votes ont également contribué à cette victoire. Une tendance visible dans les résultats obtenus par les candidats de l'opposition dans les 6 arrondissements, selon les analyses du secrétaire général du parti TGV. Le parti TGV a appelé l'opposition à ne pas induire la population en erreur.
Il a souligné que les tentatives de déstabilisation orchestrées par le team ainsi que les rumeurs propagées pendant que les citoyens accomplissaient paisiblement leur devoir électoral ont échoué. Les critiques concernant les aides apportées aux plus démunis par la coalition Irmar ont également été dénoncées. Selon lui, ces critiques ne sont que des stratégies visant à nourrir de faux espoirs chez les partisans du team sur les réseaux sociaux. L'Irmar domine dans 6 des 7 chefs-lieux de province à Madagascar, selon les tendances et les résultats en possession du parti TGV. Par ailleurs, la coalition a réussi à faire élire un grand nombre de maires et de conseillers municipaux à travers le pays. Le secrétaire général du parti TGV a conclu que ces résultats démontrent que le peuple malgache est prêt pour le développement, qu'il n'est pas intéressé par les conflits politiques et les manœuvres de déstabilisation. Toujours en politique, personne ne tirera profit des troubles post-électoraux. C'est le développement du pays qui doit être la priorité commune pour tous les acteurs politiques patriotes, a déclaré un député. Il a également précisé que la loi des finances 2025 a déjà été adoptée, permettant ainsi la poursuite des projets gouvernementaux ayant un impact direct sur la population. Un reportage de Jean-Claude Andjamelal. Les élections municipales se sont déroulées dans le calme, a affirmé un député. Il a appelé la population à reprendre le cours normal de la vie quotidienne et les dirigeants à poursuivre leur mission. Selon lui, aucune tentative de déstabilisation du pays ne devrait être envisagée. Le député a tenu à rassurer la population concernant la loi de finances 2025. Il a expliqué que ce budget a été élaboré par des techniciens compétents et examiné en profondeur par les parlementaires avant son adoption, ce qui garantit sa capacité à soutenir le développement du pays. Il a également rappelé que le pouvoir législatif dispose pleinement du droit de surveiller l'utilisation des fonds publics par l'exécutif. Ce député a lancé un appel aux acteurs politiques afin qu'ils attendent sereinement les résultats des élections et sachent les accepter avec maturité. Il a condamné toute tentative de déstabilisation, soulignant que cela pourrait entraîner la dégradation des conditions de vie de la population. Et dans un tout autre sujet, l'atelier sur l'identification et la mise en place d'une liste nationale des substances matériaux à usage civil et militaire a été officiellement ouvert hier matin à Boudvoun. Madagascar, membre des Nations Unies, répond ainsi à la résolution 1540 qui exige des États membres la mise en place de mesures nationales pour lutter contre la prolifération des armes chimiques, biologiques et nucléaires pouvant servir à la fabrication d'armes de destruction massive. Miravoula Sfiran nous fait le point. Pour mettre en œuvre les exigences internationales de la résolution 1540, Madagascar a organisé un atelier en août 2024 visant à approfondir la compréhension théorique des substances concernées. Cet atelier actuel, quant à lui, permet aux techniciens malgaches de les identifier de manière pratique en observant directement des échantillons et en procédant à leur codification conformément aux normes internationales. L'objectif est de créer une liste nationale pour permettre aux techniciens, importateurs et intermédiaires de travailler en toute sécurité et transparence. Cette démarche vise également à sensibiliser l'ensemble des acteurs afin de renforcer la lutte contre la prolifération des matériaux pouvant être utilisés pour fabriquer des armes de destruction massive. Les travaux ne concernent pas uniquement le secteur civil, mais également le secteur militaire. L'Union européenne a par ailleurs précisé que 2 projets soutiennent cette initiative, Expertise France et Office fédéral pour les affaires économiques et le contrôle des exportations de l'Allemagne. Je pense que l'événement d'aujourd'hui est extrêmement intéressant parce qu'il montre la diversité et la profondeur du partenariat entre Madagascar et l'Union européenne. On a tendance à parfois penser que le partenariat est essentiellement lié à des activités civiles, commerciales, de développement, humanitaire, etc. Mais l'Union européenne est aussi très active avec Madagascar dans le cadre notamment de ce projet pour les aspects sécuritaires, les aspects de commercialisation, en tout cas de contrôle de commercialisation des armes, des biens à double usage. Nous sommes dans un monde compliqué
où la souveraineté, le respect des frontières, le respect de l'intégrité territoriale sont d'autant plus importants aujourd'hui par rapport à il y a quelques années. Et je pense que notre collaboration dans le cadre de ce projet prend place dans un contexte international qui est d'autant plus important. Nous sommes embarqués ensemble depuis 2018 dans ce projet important et nous comptons bien le continuer pour un partenariat de plus en plus solide entre l'Union européenne, ses États membres, la France et l'Allemagne, et l'Union européenne et Madagascar. Cet atelier prendra fin le 19 décembre 2024 et réunit 30 responsables malgaches issus de différents ministères et institutions. Dans les actualités sociales, Madagascar s'engage actuellement dans la transformation de son système alimentaire. L'amélioration de ce système est essentielle pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, a déclaré aujourd'hui le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Toutefois, de nombreux points nécessitent une attention particulière pour y parvenir. Ces points ont été examinés lors de l'atelier consacré à la transformation du système alimentaire qui s'est tenu à l'Arabie. Indeniana Martina, Sai Sylvain sur les images de Sech Adjanab. L'autosuffisance alimentaire est une priorité inscrite dans la politique générale de l'État. L'une des stratégies pour atteindre cet objectif est la transformation du système alimentaire selon les explications. C'est dans ce cadre qu'a eu lieu aujourd'hui un atelier visant à renforcer la mise en œuvre de la feuille de route pour le système alimentaire à Madagascar. La coalition Zéro Faim soutient pleinement Madagascar dans sa démarche de transformation du système alimentaire. Cette coalition reconnaît que Madagascar dispose de toutes les capacités nécessaires pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et s'engage à apporter son appui dans ce processus. Madagascar est riche. Madagascar a toutes les merveilles de la terre. Elle a la capacité de nourrir sa population, mais elle a quelques enjeux. Donc ce sont ces points-là que je pense votre président, comme les ministres qui sont en charge, sont en train d'essayer de voir quels sont les éléments qu'il faut changer dans la trajectoire actuelle. Et il ne faudra plus penser que juste la hausse de la production, mais également il faut la maintenir, il faut accroître la production, mais il faut s'assurer aussi que la population est nourrie de manière saine. Les discussions sur la transformation du système alimentaire à Madagascar se poursuivront pendant 2 jours à l'Arabie, en collaboration avec de nombreux partenaires tels que le Fonds international de développement agricole, ou FIDA, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le FAO, et d'autres acteurs. Le manque de pluie durant cette période de labour risque de réduire la production rizicole à Pasquel, dans le district d'Amparafaravoul, région d'Aloch, selon les agriculteurs membres de la FMR, Fédération des usagers de l'eau d'Amparafaravoul. C'est pourquoi ils sollicitent l'intervention des autorités pour la provocation de pluie dans la région d'Aloch, considérée autrefois comme le grenier Harry de Madagascar. C'est Nranirlant. Chaque année, la région d'Aloch doit faire appel à des moissonneurs provenant d'autres régions lorsque la récolte de riz est abondante. Toutefois, cette opportunité d'emploi pour les habitants locaux risque de diminuer cette année si la sécheresse persiste, notamment dans le district d'Amparafaravoul, selon la FMR Amparafaravoul. Les représentants des agriculteurs affirment qu'il devient difficile de maintenir le statut d'Amparafaravoul en tant que grenier à riz du pays. En effet, les dernières pluies enregistrées dans la région remontent au début du mois de décembre, précise la FMR. La Fédération des usagers de l'eau d'Amparafaravoul demande donc une solution urgente de la part des autorités. D'après les observations reçues, la commune d'Ampasikeli, Amparafaravoul, pourrait produire jusqu'à 2 ou 3 récoltes par an si l'approvisionnement en eau pour l'agriculture était suffisant. Dans la page culturelle, la danse contemporaine occupe une place importante sur la scène internationale. Selon un professeur de danse rencontré par nos journalistes Otala Razarias Nanalakeli, en plus d'être un loisir, la danse permet de prendre soin du corps, a-t-il expliqué. La danse contemporaine, adoptée et perfectionnée par les Malgaches, est désormais reconnue mondialement. Jean-Claude Ndjamalal, Yves Janel. Classée parmi les arts, la danse ne sert pas uniquement à exprimer des émotions, mais contribue également au développement intellectuel et au bien-être physique selon un danseur.
Les Malgaches possèdent un talent particulier pour la danse contemporaine et ne cessent d'innover pour perfectionner cet art. Ce style de danse attire désormais un large public et a permis de faire rayonner le nom de Madagascar sur la scène internationale. Pour terminer les actualités locales, les femmes journalistes à Madagascar sont parmi les victimes de violences, qu'elles soient morales ou physiques. Toutefois, elles n'osent pas encore les dénoncer. C'est dans ce contexte qu'a été mis en place le projet Avayav, qui offre aux femmes journalistes un espace pour s'exprimer, témoigner des abus qu'elles subissent dans le cadre de leur métier ou au sein de la société. Le point avec Fangesena Mireille et Yves Janel. Selon les enquêtes, la majorité des femmes journalistes à Madagascar a déjà été victime de violences, ou au moins une fois. Ces abus peuvent provenir de leur employeur, de leur interlocuteur ou encore des réseaux sociaux. Ces situations peuvent parfois impacter leur rémunération. Le manque de connaissance des lois constitue également un frein à la dénonciation, selon l'avocate Ranjana Sulsichak. De ce fait, toutes les femmes journalistes à travers Madagascar peuvent désormais dénoncer les différentes formes de violence qu'elles subissent grâce au projet Avayavi. À l'international, 3 jours après le passage de ce cyclone le plus intense qu'ait connu Mayotte depuis 90 ans, l'archipel meurtri est en manque de tout et les habitants s'alarment de la situation sanitaire qui se dégrade. France 24. Paysage de désolation et des dégâts à perte de vue. Après le passage du cyclone Chido, Mayotte, département français le plus pauvre, manque de tout. On n'a pas des habits, on n'a pas des trucs à manger, on n'a pas d'eau, on n'a rien. Là, on ne sait pas comment on va faire et voilà. Une situation catastrophique pour une île déjà frappée par de multiples crises. Les 300 000 Mahorais jonglent quotidiennement entre insécurité permanente et situation économique dramatique. Sur l'île, le taux de chômage atteignait les 37% en 2023, quand la moyenne nationale était de 7,3%. Le territoire est également frappé par une crise de l'eau potable. Ces différents problèmes vont s'amplifier après le passage du cyclone. Les prochaines semaines pourraient être marquées par une crise sociale sans précédent. Il est possible qu'il y ait des protestations très vives, très vives, avec une impatience qui est liée évidemment au fait que déjà le sentiment d'abandon existait, des routes impraticables, il y a de tels embouteillages, puis maintenant elles sont détruites, l'hôpital est sous-équipé, il n'y en a qu'un seul. Donc il est tout à fait possible que les frustrations donnent lieu à des mouvements de colère. Avant la tempête, 77% des habitants de Mayotte vivaient sous le seuil de pauvreté. Toujours à Mayotte, les autorités mettent en œuvre un pont aérien et maritime pour acheminer depuis l'île de la Réunion des personnels et matériels de secours, mais aussi de l'eau et de la nourriture, jusqu'à Mayotte, archipel presque coupé du monde après le passage du cyclone Chido. Un total de 800 personnels de la sécurité civile sont envoyés en renfort avec un hôpital de campagne. Un deuxième détachement de 150 sapeurs-pompiers et sapeurs-sauveteurs ont rallié l'archipel lundi soir. France 24. C'est un pont aérien comme la France en a rarement mis en œuvre dans son histoire. Nous avons rencontré ces militaires de la sécurité civile juste avant qu'ils ne s'envolent pour Mayotte. L'objectif premier pour nous, c'est de déployer un premier site de production d'eau sur petite terre. Dans leur avion A400M, 20 tonnes de matériel sont également chargées. Les besoins sur place sont énormes et la mission s'annonce longue. 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est possible. La tâche, elle est immense. Le cyclone a été encore une fois d'une amplitude inégalée jusqu'à présent. En ce moment, 4 avions militaires participent au pont aérien entre La Réunion et Mayotte. Il faut entre 2 et 3 heures de vol pour regagner l'île sinistrée et jusqu'à 4 jours en bateau. Le Marion Dufresne, navire scientifique d'exploration, va lui aussi prendre part aux opérations de ravitaillement. Des rotations qui pour l'heure ne permettent pas d'acheminer toutes les vivres et tout le matériel prêt à partir. Exemple avec ces palettes qui attendent dans un entrepôt de la Croix-Rouge à La Réunion. On a essentiellement des bâches pour pouvoir couvrir le toit des maisons. Le directeur du site espère qu'elles pourront partir cette semaine, mais sans certitude.
c'est difficile d'acheminer tout en un temps rapide, c'est ça la question? Bien sûr, il y a une grosse complexité logistique dans ce genre de situation, dans toutes les situations catastrophiques comme celle-ci. Du fret humanitaire est aussi préparé en métropole. Ces pompiers de Nîmes rassemblent le matériel qui permettra de monter un hôpital de campagne à Mayotte. Apparemment, vu la situation sur place, on va récupérer tous les patients qui sont en réa. Avec l'intensification des rotations dans les jours qui viennent, des centaines de tonnes de matériel devraient converger vers Mayotte depuis la Réunion ou la métropole. Pour terminer, 8 jours après avoir été renversé, l'ex-président syrien Bachar el-Assad est sorti lundi de son silence, affirmant qu'il n'avait fui la Syrie qu'après la chute de Damas, en qualifiant les nouveaux dirigeants du pays de terroristes. France 24. Une semaine après sa fuite vers Moscou et la prise de Damas par les rebelles islamistes du groupe HTC, Bachar el-Assad sort du silence. Dans un communiqué, le président déchu affirme que son départ aurait été précipité à la demande des Russes, alors qu'il se trouvait dans une de leurs bases militaires à l'ouest de la Syrie. Mon départ de la Syrie n'était pas planifié et n'a pas non plus eu lieu durant les dernières heures de la bataille, contrairement à certaines allégations. Au contraire, je suis resté à Damas, accomplissant mon devoir jusqu'au dimanche 8 décembre à l'aube. Sans aucun moyen viable de quitter la base, Moscou a exigé une évacuation immédiate vers la Russie le dimanche soir. Pour lui, la Syrie serait désormais aux mains des terroristes. À Damas, les Syriens ont eu vent de ces déclarations et n'y croient pas vraiment. Il semble qu'il avait prévu d'envoyer ses enfants et sa femme en Russie. Comme ça, si le peuple et l'armée l'abandonnaient, il aurait pu s'enfuir vers eux. C'était évident. Il dit qu'il n'a pas abandonné son poste et son peuple, mais il a abandonné son peuple il y a longtemps, quand il les a affamés, emprisonnés et tués, quand il les a déplacés et rendus orphelins. Les Syriens continuent de célébrer la fin de la dictature imposée par Bachar el-Assad, qui était au pouvoir depuis 24 ans. Sa présence en Russie a bien été confirmée. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après le film « Qu'est-ce qu'on a tout fait au bon Dieu ?» Au revoir et bonne soirée sur Miva.